Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Panorama Média. Panorama Média, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sur la RTB2. 3 sujets au menu de ce rendez-vous de la semaine. Dans un premier temps, nous parlerons des élections présidentielles et législatives au Burkina. Et les élections présidentielles et législatives de 2020 au Burkina avec le calendrier qui est désormais connu. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons évoquer le terrorisme, l'autre mal qui gangrène le système éducatif burkinabé avec cette semaine des chiffres très inquiétants dévoilés par le gouvernement. Et enfin, dans la troisième partie, nous nous intéresserons aux nouveaux tarifs de Orange Burkina, des tarifs dont la tollée suite à leur annonce s'est poursuivie cette semaine dans les médias. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes à ma gauche. Moutamou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso. Kani, bonjour. Bonjour. Et juste à côté, Ismaël Satuné Paré, journaliste reporter à la RTB2 Télévision. Paré, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Josias Dabiré, correspondant de Burkina Info TV à Bobo de Lasso. Josias, bonjour. Bonjour. Et enfin, Serge Tillé, journaliste à la radio LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Serge, bonjour. Voilà donc pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média de ce dimanche 9 février 2020. Place au débat et à notre premier sujet, les élections de 2020 au Burkina, avec cette semaine la date du 22 novembre qui a été retenue par le Conseil des ministres. 22 novembre donc, l'échéance, est-ce qu'elle peut être tenue? Oui, mais elle doit être tenue. Je crois que tous les acteurs sont unanimes aujourd'hui à reconnaître qu'effectivement, il faut que les élections se tiennent, et surtout à bonne date, comme ils le disent. Alors maintenant, l'échéance, comme tu l'as dit, étant connue, il va falloir maintenant que tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des élections se mettent, en tout cas très rapidement au travail. Je vais ici parler surtout de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI. La CENI, oui, qui est l'organe qui organise techniquement les élections. Parce que une élection, ce n'est pas seulement la date, mais c'est aussi et surtout l'organisation. Parce que c'est une élection présidentielle, c'est une élection législative. C'est pour renouveler le personnel politique, si vous voulez bien l'entendre. C'est-à-dire que le président du Faso, qu'il soit reconduit ou pas, en tout cas, c'est pour élire un président. Et je dis toujours que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Et il faut que les Burkinabés sachent que aller à l'élection d'un président du Faso, c'est même une obligation. Parce que c'est une manière pour les citoyens de participer à la vie de sa nation. Alors, élire un député pour sa circonscription électorale, c'est également la même chose. Parce qu'un président du Faso, c'est une institution. L'Assemblée nationale, c'est aussi une institution. Et c'est les deux principales, d'ailleurs, institutions sur le plan démocratique. Donc, il faut qu'effectivement, toutes les conditions soient réunies, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit au niveau de la CENI, pour que l'élection se passe vraiment dans la transparence la plus totale. Bon, malheureusement, nous avons cette histoire le contexte sécuritaire qui est là, qui a mélangé un peu les Burkinabés, je veux parler des déplacés, dont le vote va être un peu difficile, quand bien même la CENI est en train de prendre des dispositions pour que les gens puissent voter effectivement là où ils sont. Alors, là aussi, c'est une nouvelle donne qu'il faut considérer et travailler à faire en sorte qu'effectivement, là où tout le monde peut voter, qu'effectivement les gens votent. Parce que, comme je l'ai dit, il s'agit d'une élection présidentielle, il s'agit d'une élection législative, c'est le renouvellement du personnel politique, les dirigeants. Il ne faudrait pas que les gens s'asseyent et après dire ah, non, tel président, moi je ne veux pas, ou tel président, non. Il ne fallait pas, c'est l'occasion pour les gens de sortir, d'abord s'enrôler, et ensuite, quand le moment viendra, le 22 novembre, que tout le monde sorte massivement pour effectivement choisir celui qui, pendant 5 ans, avec les députés qui, pendant 5 ans, vont diriger le pays. Parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, il s'agit de notre avenir. D'accord. Serge. Il est 22 novembre 2020. Oui. Ouais, c'est pour bientôt. Hein. Oui, c'est déjà arrivé, 22 novembre, c'est arrivé. Le temps passe tellement vite. Mais c'est vrai que d'aucuns pourront dire, nonobstant la situation sécuritaire, le personnel politique est beaucoup plus orienté vers les questions électorales. Mais il est important qu'il y ait des élections parce que le mandat
échu au président Roch-Marc Christian Kaboré et également aussi aux parlementaires arrive à sa fin. Il est important qu'il y ait ces élections-là parce qu'il y va de la légitimité et même aussi de la légalité de celui qui des institutions du pays. Okay, celui qui a les manettes du pouvoir, il doit avoir les deux, il doit avoir la légitimité, il doit avoir la légalité. Donc il est important qu'on aille à des élections. Il ne faut pas qu'on se dise, écoutez, il y a une situation sécuritaire qui est là, c'est difficile, il va falloir faire des prolongations et si on rentre dans ça, on risque de ne pas s'en sortir parce que ceux qui sont là ne seront plus des personnes qui sont en droit de diriger le pays de façon légale. Donc il est important qu'on aille à des élections. Maintenant... comment aller aux élections? Non, en fait, le problème qu'on a en Afrique, c'est que de plus en plus, la population se désintéresse au vote. De plus en plus. Maintenant, qu'elles sont dessus, la frange de la population, la grande frange de la population est jeune et puis composée à majorité de femmes. Les gens ont des préoccupations qui très souvent ne sont pas prises en compte. Donc du coup, ils ne croient plus aux politiques et ça fait qu'ils se désintéressent des choses. Donc l'enjeu, le grand challenge, et ça je crois que le président de la CNU l'a dit, le grand challenge c'est le taux de participation dans ces genres de choses-là. Et là, il faut que les politiciens arrivent, tous ceux qui animent les partis politiques, il faut qu'ils arrivent à créer un engouement autour des projets de société assez réalistes, des projets de société qui intéressent ces jeunes. Et ça, c'est ce que moi, je n'ai pas vu venir. Parce que nous sommes déjà à la date du 22 novembre. Presque en campagne. Et vous savez, toutes les questions d'intérêt national, là, on ne voit pas notre personnel politique se prononcer de façon claire là-dessus. Il y a eu le débat, par exemple, sur l'UTS. Moi, je n'ai pas entendu un candidat potentiel ou bien un parti prendre position. Parce que c'est là, on a la question, la question sécuritaire qui est là. Chacun dit, moi j'entends l'opposition dire, le parti au pouvoir a échoué, et faites-nous confiance, nous on va relever le défi. Mais comment ils vont le faire, tout, ça on ne sait rien, de façon concrète on ne sait rien. Peut-être qu'ils attendent le jour J. Non, les gens ne se déterminent pas clairement, ils ne prennent pas position par rapport à un certain nombre de choses. On va parler des tarifs de téléphonie mobile et tout ça. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels, logiquement, ceux qui animent les partis politiques devaient se positionner. Et à partir de là, vous allez voir que l'élection peut susciter un engouement parce que les préoccupations des uns et des autres sont prises en compte, soit par un camp, soit par un autre camp. Mais personne ne veut se jeter à l'eau et les gens veulent que les gens se mobilisent pour aller voter. C'est ce qui explique que très souvent, il y a une indifférence. D'accord. Josias, oui. Eu égard à l'insécurité, comment est-ce que vous voyez cette date du 22 novembre 2020? Non, ça c'est déjà connu. Parce qu'au départ, même de la situation sécuritaire, beaucoup d'aucuns pensaient que c'était un truc éphémère, qui allait passer des jours au lendemain. Mais ça continue, comme bien dans d'autres pays qui en ont vécu et qui ont fait quand même. Ça dit qu'il faut s'adapter avec. Voilà, il faut organiser les élections. Donc le problème ne se pose pas. Mais je sais, André vous l'a dit, que la date étant d'office connue, même si c'était connu par avant, par mesure, je dirais, constitutionnelle, ça c'est déjà connu, quitte à ce que maintenant on puisse donner la confirmation de la date, parce que les élections passées c'était quand même le 29 novembre. Le 29 novembre. Donc d'office, c'est pas que c'est connu. Maintenant, il faut dire que l'annonce de cette date, c'est un défi à 3 niveaux. Un défi pour les acteurs politiques qui doivent maintenant mobiliser davantage les militants pour que, effectivement, non seulement pour espérer à l'élection, mais aussi, surtout dans le souci de rehausser le niveau de suffrage. Parce qu'au Burkina, on a toujours connu quand même un taux de participation très bas. Défi également pour les organisations de la société civile. Là, j'insiste là-dessus parce que depuis un certain moment, on a vu des organisations de la société civile qui ont passé à côté de la plaque, passé à côté de leur mission, pour s'intéresser pratiquement à ce qui n'est, je dirais, à la chose politique. Voilà, ce qui n'est pas. Aujourd'hui, il faut qu'ils les sensibilisent, on doit les sentir sur le terrain. C'est le moment de les appeler la population à se faire établir les documents d'identité, à participer véritablement à la révision de la liste électorale. Il faut qu'ils travaillent. C'est son rôle ici. Parce que c'est là où on veut maintenant peut-être qu'elles diront qu'elles n'ont pas les moyens. Non, mais quand on crée des moyens financiers. Justement, mais une organisation de la société civile, par définition, ce n'est pas pour se créer, ce n'est pas une entreprise, encore moins une industrie.
C'est-à-dire qu'il s'agit donc, c'est des individus, c'est des personnes qui s'organisent pour apporter les contributions à la vie de la nation, les moyens d'accord, mais cela ne doit pas être systématiquement un frein pour mener les missions. Et le troisième niveau, effectivement, comme quelqu'un venait de le dire tout de suite, c'est la population. Il faut que la population... C'est Kani. C'est Kani. D'accord. Merci pour revendiquer ton droit de terre. Donc il faut dire que la population doit changer de mentalité. Il ne faut pas continuer à rester dans la léthargie pour dire après, oh les politiciens là, moi c'est pas la peine, c'est pas moi, c'est pas moi, ou bien non. Si tu es à mesure de critiquer un homme politique, tu dois être à mesure de donner ta voix pour dire qu'à ces élections, j'ai participé, j'ai exprimé, quitte à ce que ton choix n'a pas été pris en compte. C'est à cela qu'on est citoyen. Parce qu'il faut pas s'asseoir, il faut qu'on change la manière de voir, surtout à la jeunesse. Cette jeunesse qu'on vient vous manipuler, on fait ceci ou cela, on vient vous donner le thé, à l'approche des élections, on vous donne les casquettes. Surtout la jeunesse bobolaise, nous sommes à bout de la chose, il faut le dire. On a toujours dit des choses, si vous... On nous a toujours traité de paresseux, de buveurs de thé, de ceci ou cela. Mais il ne faut pas qu'à l'approche des élections, on vienne avec quelques actions d'éclat minimes comme ça pour vous transformer, vendre votre avenir où vous n'êtes pas... C'est de vous être inconscient. Il faut, à partir de dorénavant, vous sensibiliser pour dire qu'il faut que nous prenions d'assaut les différents bureaux de vote pour pouvoir influencer les politiques nationales. C'est ça. Donc la date est lancée, c'est un défi pour la population. On vous a compris, vous êtes bobolais. Et Paris, le 22 novembre, c'est pour bientôt. L'échéance, comment vous la voyez venir? Le 22 novembre s'approche à grands pas. Il faut le dire, ça permet aussi de terrer un certain nombre de débats, parce qu'il y a une partie de l'opinion aussi qui était assez sceptique. Est-ce qu'il y aura élection? Il n'y aura pas. Mais déjà, lorsque le gouvernement décide la date, c'est déjà pas mal. C'est bon à prendre, c'est réconfortant. Ça veut dire qu'on se met dans une posture normale, une posture selon laquelle... Ça veut dire la volonté d'aller vers l'élection. Bien sûr, parce que ça ne peut pas être autrement. Oui. Sauf si, d'après le président, oui. Sauf en tout cas cataclysme. Oui. Parce que voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, ça montre tout de suite que les acteurs politiques, la société civile burkinabé, tous les acteurs du Burkina Faso, chacun en tout cas veut qu'il y ait les élections. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. Parce que si tel n'est pas le cas, c'est sûr que nous allons faire face encore à d'autres défis, peut-être qu'on aurait dû éviter. Donc déjà, le gouvernement donne sa position de façon claire et ça réconforte. Parce que certains avaient pensé que le gouvernement ne voulait pas les élections. Bien sûr, mais aujourd'hui, même si tel est le cas, ce n'est pas possible parce que la logique voudrait que les choses soient telles. Donc c'est déjà pas mal de dire que c'est le 22 novembre. Maintenant, ce que les uns et les autres ont dit, c'est assez juste. Il faut travailler à ce que le 22 novembre, effectivement, il y puisse avoir des élections, mais pas n'importe quelle élection, mais des élections crédibles. Donc, des élections, franchement, où chacun va retrouver, en tout cas, chacun va se retrouver là-dedans. C'est assez important. C'est vrai qu'il y a la question sécuritaire qui est là, c'est une donne qu'il faut compter avec désormais. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ne sont plus dans leur... j'allais dire dans les localités, ils sont partis par le fait de l'insécurité, du terrorisme, etc. Donc ça c'est un défi aussi pour la CENI, même pas pour la CENI seulement, et pour les autorités politiques de pouvoir prendre en compte, parce que ça va être intéressant, que ces personnes-là aussi se sentent plus burkinabés pendant ces moments de difficulté. Et maintenant, les uns et les autres, notamment Serge, était en train de parler du désintérêt qu'une une bonne partie de la population exprime, en tout cas par rapport à ces échéances électorales. Là, ce n'est pas une nouveauté. Oui, bien sûr, mais ce qu'il a dit, c'est d'autant vrai que c'est une évidence. Mais moi, je voudrais que, peut-être, la question, il faut repartir même, chercher le fond. Il faut revoir même notre système éducatif. Il faut aller enseigner ces choses-là. Parce que c'est vrai, oui. C'est assez important. Oui. Parce que vous voyez, si déjà au CP1, au CP2, on dit à l'élève que l'hymne national, c'est ça, et le drapeau, c'est ça, les droits, l'instruction civique. Je sais que quand on était à l'école primaire, il y a un certain nombre de choses. Il y avait même une matière qu'on appelle morale. Il ne faut jamais manger avec les mains sales, etc. Ça reste gravé dans les mémoires. Et c'est assez important. C'est des choses aujourd'hui, on est en train de... Non, mais c'est l'individu... seuls qui ont été à l'école qui non, mais déjà, oui. Pour ceux qui ont été alphabétisés,
Combien de gens parmi ces personnes-là estiment que moi je ne vote pas de toutes les 1000 manières, c'est les mêmes personnes qui vont passer, etc. Je me dis que la cible est plurielle. C'est vrai qu'il y a une bonne partie de Burkinabés qui n'est pas allé à l'école. Ça, c'est une autre cible. On peut définir un certain nombre de messages pour s'adresser à ces personnes. Mais cette cible qui a eu la chance d'aller à l'école et qui ne veut pas aller voter, ça existe aussi. Ça veut dire qu'il faut renforcer un certain nombre de matières, un certain nombre d'instructions, un certain nombre de matières qui puissent permettre aux gens de grandir avec ces valeurs-là. C'est assez important. D'accord, Serge. Moi, je voulais dire que, à mon avis et à mon sens, c'est que le problème, c'est pas les populations. Non. Le Burkina a une chance inouïe. C'est qu'on a un processus électoral qui vraiment respecte les standards internationaux. Ici, on attend difficilement, on l'a vu en 2015, il n'y a pas eu de contestation véritable des élections. Donc le problème aujourd'hui, n'est pas à ce niveau-là. La population ne se déplace pas. Ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui fait que la population se déplace? C'est parce qu'elle ne trouve pas son compte. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne trouve pas son compte? Parce que nos acteurs politiques ne proposent pas des solutions nouvelles, novatrices aux préoccupations des populations. C'est toujours la même chose. Moi, je vais vous dire, là, en 2015, il y a eu, quand on était en pleine campagne électorale, il y a eu un plateau au Théâtre de l'Amitié, où il y avait plusieurs partis politiques. Il y a, même le MPP était là, ils ont remporté les élections. Quand on a posé le problème de la sécurité, parce qu'il y avait deux sujets, il y avait la sécurité, il y avait la santé. Quand on a posé le problème de la sécurité, en résumé, pratiquement tout le monde disait la même chose. Il va falloir équiper les forces de défense et de sécurité. Il y a certains même à la limite même qui proposaient de placer les caméras dans toutes les frontières du Burkina. C'est des propositions surréalistes. Mais à la limite, qu'est-ce qu'on a constaté? Moi, je leur ai dit, c'est moi qui animais le plateau. Je leur ai dit, je me rends compte que vous avez tous la même approche pour la question sécuritaire. Et là, ça ne permet pas de vous départager. Bon, non seulement ça ne permet pas de vous départager, mais c'est des approches qui ont été expérimentées ailleurs et qui n'ont pas produit de bons résultats. Oui. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas inciter les populations à pouvoir voir en vous des personnes qui apportent des solutions à leurs préoccupations. Vous voyez un peu long. Et aujourd'hui, on en parlait en 2015, aujourd'hui au niveau de la sécurité, voilà où on en est. C'est-à-dire que l'approche qu'on avait dès le départ n'était pas bonne. Et ça, moi, je l'avais dit aux représentants des candidats qui étaient là, pour dire qu'en fait, il va falloir que notre personnel politique là, réfléchisse et qu'elle propose vraiment quelque chose de nouveau. Et ça va susciter un engouement et les populations iront voter. Non, oui, je suis d'accord avec toi en partie, mais il faut aller au-delà, jusqu'au bout. Parce que quand tu dis que le personnel politique ne propose pas grand-chose, c'est-à-dire qu'ils proposent tous la même chose, en fait, ce n'est pas parce qu'ils proposent tous la même chose, parce qu'ils n'ont rien dans la tête, qu'ils proposent tous la même chose. Non, je veux dire ici, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, vous voyez, il faut que les intellectuels s'intéressent à la chose politique. Parce qu'au Burkina, l'impression qu'on a, c'est que tous ceux qui ont raté, ils vont en politique. Mais vous verrez aujourd'hui, peut-être le mécanicien ou bien du quartier qui se lève le lendemain, il dit que lui, il est homme politique, il veut le conseil municipal. Mais qu'est-ce qu'il peut proposer? Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un budget. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il propose de mieux que ce qu'il sait faire? Mais c'est ça. Donc il faut que le personnel politique là soit de qualité. Il faut que les intellectuels s'intéressent à la chose politique. Alors qu'ils sont toujours les premiers à se plaindre. Mais exactement. Parce que pendant longtemps, ils ont laissé faire. Quand vous prenez de 1983 à aujourd'hui, mais c'était les CDR, c'est eux qui sont venus se faire élire. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, sauf quelques intellectuels, quand vous voyez aujourd'hui les professeurs Souma, les professeurs Abdoulaye, comment il s'appelle, Luada, tous ces gens-là, voilà, quand vous voyez tous ces gens-là qui s'intéressent à la politique, vous allez voir que la manière de faire la politique va changer. Il y aura des propositions nouvelles. Parce que ce sont des gens qui ont étudié, qui connaissent, qui savent ce qu'il faut pour les peuples. Ou tout même qui ont fait, qui peuvent prendre des exemples sur d'autres pays, effectivement. Mais quand vous prenez quelqu'un qui ne connaît que son village, il ne connaît que Bobo ou Ouaga, tout simplement. Mais vous voulez qu'il vous propose quoi? Est-ce qu'il sait comment on aménage même une ville? Mais c'est ça le problème. Donc il faut que les gens tirent un peu la politique, que ce soit les intellectuels, des gens qui ont des choses à proposer, qui fassent la politique au lieu de passer du temps à se plaindre. Donc la responsabilité, c'est partagé. Exactement. Oui, et j'allais dire encore, moi je reviens toujours pour charger encore la même population que nous sommes.
Parce que, comme Kani l'a dit, il a un peu d'espoir. Oui, non, l'espoir est là. Ça veut dire que si le processus, nous sommes les premiers acteurs concernés, c'est que l'espoir est là. Il s'agit juste que nous changeons de mentalité. Et c'est tout ce que ça demande. Parce que lorsqu'on a affaire à la même population, je dis comme quelqu'un disait tout de suite là, ils ne sont pas prêts pour se déplacer, pour se faire enrôler, pour aller voter, etc. Mais pendant la campagne, par exemple, ils sont prêts quand on vient les ramasser par exemple, dans les véhicules, dans les tricycles, etc., pour aller participer à un meeting, quand même ils n'ont pas de cas de lettres. Le problème se pose à ce niveau. Donc, à ce moment, c'est pas tout de suite. Et puis, il faut que les gens comprennent qu'un électeur analphabète, inconscient, fait l'affaire de politique médiocre. Ah oui, parce qu'il profite de ton ignorance, il abuse de toi, de ta conscience. Oui. Donc c'est pourquoi, effectivement, comme il a dit, tout cela fait partie de ce qu'on appelle l'engagement de la jeunesse dans la politique. Et donc, parmi lesquels, ici, il y a des intellectuels qui s'intéressent à la chose. Mais on ne t'excusera jamais de dire que, de toute façon, même sans moi, les choses resteront telles. C'est à ce niveau que le problème se pose. D'abord, pareil, avec vous, on va parler un peu de l'organisation même du scrutin, le cas des déplacés internes. Le débat est toujours posé. Oui, oui, le débat est toujours posé parce que déjà, c'est des personnes qui sont mal à l'aise. Comment est-ce qu'ils vont voter? Bon, pour la présidentielle, bon, il n'y a pas trop de soucis, mais pour les législatives, ça pose de véritables... Mais je pense que ce seraient des élections couplées. Oui, mais... Voilà. Si je suis de, je sais pas, de la commune de... Falanguntu et je réside présentement à Dandé, comment est-ce que ma voix va être prise en compte? Non, mais en réalité, tout ça va dépendre du dispositif que les techniciens vont mettre en place. Oui. Parce que déjà, vous voyez que, bon, par exemple, Bobo, on retrouve des déplacés qui sont installés dans la région des Hauts-Bassins. Peut-être il y a d'autres qui ont quitté très loin, mais qui sont là. Oui. Mais ça veut dire que, techniquement, la CENI doit trouver des voies et des moyens pour permettre à ces personnes-là de pouvoir voter. Mais maintenant, ça c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est des personnes déjà qui sont dérangées, parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu. Ils sont assez dérangés. Il y a d'autres même qui se sentent... Ils sont pas sociabilisés en réalité. Parce que lorsqu'on n'est pas dans sa communauté, de base, c'est assez difficile à vivre. Donc je disais que c'est des gens, même si vous les mettez sur Kwame Nkrumah, chaque jour vous leur donnez tout ce que vous voulez, ils ne vont pas se sentir, ils veulent voir son poulailler, etc. C'est ça qu'ils veulent. Maintenant, le problème est qu'il y a des zones des provinces qui risquent de ne pas avoir de députés ici. Non, bien sûr, parce que quoi qu'on dise, il y aura toujours des candidats. C'est vrai que l'accessibilité pour aller battre campagne, pour aller porter le message, ça va poser problème parce que nous allons parler tout de suite du système éducatif où il y a des fonctionnaires qui ne peuvent pas rejoindre les postes. Oui. Mais c'est pour dire que concrètement sur le terrain, si on veut que ces personnes-là se sentent encore, si on veut donner ne serait-ce qu'une lueur d'espoir à ces personnes, pour qu'ils se sentent encore burkinabés qu'auparavant, c'est vraiment mettre les voies et moyens en place pour permettre à ces personnes-là de pouvoir voter. Non, je pense que de façon pratique, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Comme ce que je disais par tout de suite, il s'agit donc, les techniciens vont voir, les déplacer, là où ils sont, à partir des sites d'accueil. Il y aurait voilà. Est-ce qu'ils seront comptés dans les provinces ou bien parce qu'aujourd'hui la loi d'origine ou bien qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui la loi est claire, même si moi je suis dans nous, mais je ne suis pas obligé de repartir là-bas voter. C'est à moi de décider, est-ce que je fais partie désormais de la population d'ici où je vis, où je suis toujours. Maintenant, ça c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant quand c'est les déplacés, ils sont dans des camps de déplacés. Est-ce que faut-il mettre comment vous avez des lois là-bas au compte de les provinces d'origine ou qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'en ce moment, c'est-à-dire que par exemple, je prends le cas de Karangaso-Vigé, il y a des camps de déplacés, un exemple, s'il y a des camps de déplacés, est-ce qu'il faut-il qu'un candidat de Dori vienne par sa campagne auprès d'eux parce que ce sont ses compatriotes? Donc, à partir de là, je crois que c'est un problème techniquement qui peut se résoudre. Il suffit que les acteurs s'entendent sur quand même un consensus et puis, bon, je pense que pas que vous pensez que c'est possible que les acteurs puissent s'entendre? Oui, non, avec à ce niveau-là, je pense que il n'y a pratiquement plus de débat même, parce que avec ce dont il parlait et Joseph parlait, ça faisait partie de l'un des scénarios, mais en réalité le scénario qui est en voie d'être retenu, c'est qu'on va les considérer comme des personnes qui se sont déplacées. C'est-à-dire, vous vivez par exemple à Bobo, à un moment donné vous êtes retrouvé à Ouagadougou, dans son vote vous faites partie de l'électorat de Ouagadougou. Un point très, on va considérer ça comme ça. Mais il y a une commune où il y a voilà, plus de population. Tout naturellement, vous voyez, en fait, ça,
quand vous parlez de communes où il n'existe plus de S'il y a pas population, de- il n'y a pas candidat. de population, vous êtes candidat à quoi là-bas? Vous représentez une commune où il n'y a pas d'administration. Dans ce il y a cas de rien. figure, il va falloir Voilà. redessiner. Peut-être qu'à un moment donné, lorsque la situation va cette façon, on l'a vu aussi, hein, quand il y a des difficultés quelque part, on n'organise pas le vote là-bas. Mais quand la situation se rétablit, on organise le vote là-bas. Mais le scénario qui est en train d'être retenu, on les considère comme des électeurs qui se sont déplacés et qui sont à un autre endroit. Donc leur vote sera pris en compte dans la localité où ils vont. C'est le scénario qui est retenu. Monsieur Canon, on va parler de, pour terminer sur cette partie, on va parler de, comment dirais-je, de l'opposition qui vient accorder leur violon pour parler le même langage pour ces élections. Oui, ça serait Est-ce que très vous y intéressant. croyez? Ça serait très intéressant qu'une fois au moins l'opposition qui accepte, enfin, c'est ce qui se dessine en tout cas. Ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ont un accord qui est en gestation pour les permettre. En tout cas, ils n'ont pas dit qu'ils vont avoir un seul candidat. Je crois que politiquement même, ce n'est pas intéressant d'avoir un seul candidat face au candidat du pouvoir. Et ils le savent très bien. Parce que dès le premier tour, dans une élection de ce genre, il faut effriter les voix. Et quitte à ce que maintenant vous vous retrouvez avec un seul candidat, c'est-à-dire contraindre le président à aller au second tour. Mais ça va être difficile. Parce que là où, vous savez, pour gagner une élection comme la présidentielle, je me rappelle qu'en 2015, le MPP, quand ils avaient dit que c'est un coup KO, les gens n'avaient pas cru. Et pourtant, parce que quand vous prenez aujourd'hui la situation d'un parti politique, il faut que le parti soit représenté partout, Dans toutes les dans toutes les 45 provinces, et même dans tous les villages. Alors, quand vous prenez seulement les militants du parti qui font partie des bureaux, vous êtes sûr qu'au moins deux personnes ou 5, vous êtes sûr que vous avez au moins tel nombre d'électeurs multiplié par le nombre de villages. Alors, quand vous prenez que la probabilité qu'un militant, membre du bureau, d'un bureau quelconque, peut mobiliser au moins 2 personnes, ça veut dire que vous multipliez tout de suite par 2. Et vous savez le nombre d'électeurs. Vous ne pouvez savoir si vous allez gagner ou si vous allez perdre. Malheureusement, la plupart des partis de l'opposition, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas de militants dans tous les villages. Dans tous les villages. C'est dommage. Et alors, à la fin, ils vont dire non, on nous a volé, mais pourtant, c'est parce que vous n'êtes pas organisé. Vous n'êtes pas sur l'ensemble du territoire. Donc, ça va être difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau du MPP, ils ont compris ça. Ils sont en train de travailler à renforcer davantage, parce qu'ils ont déjà les structures, mais à les renforcer sur l'ensemble du territoire. Si vous avez suivi la dernière fois la convention qui a eu lieu ici, à l'occasion, ils ont cité d'abord les maires, ils ont cité les conseillers municipaux, ils ont cité tous les membres des bureaux dans les différents villages, pour être sûr que ce sont des militants même du parti qui sont là. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, dans l'opposition, ce n'est pas toujours le cas. Vous prenez un parti comme l'IPC. Très rapidement pour... Ce qui est intéressant, si l'opposition va ensemble, c'est que c'est vrai que pour l'élection présidentielle, c'est clair qu'ils vont s'entendre certainement pour dire celui qui sera le mieux placé. Si on va au second tour, c'est lui. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant s'ils vont ensemble, c'est que justement dans ces localités-là, le problème que Kani pose, ils peuvent le régler. Parce que c'est vrai, ils n'ont pas cette assise nationale comme... là, le MPP, mais ça encore c'est discutable, hein, parce qu'avec le CDP qui arrive, c'est une machine aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'ils arrivent à s'entendre dans les différentes localités, ils peuvent avoir beaucoup de parlementaires, beaucoup de représentants au Parlement. Et ça c'est déjà très intéressant, même si il n'arrive pas à remporter les élections au premier tour et que le président du MPP passe au premier tour, il y a de très fortes chances qu'on se retrouve avec une cohabitation. Si jamais les gens de l'opposition arrivent à accorder leur violon, par exemple ici à Bourg de la Sauce, s'ils se mettent ensemble pour pouvoir présenter des candidats à la députation ensemble, c'est clair que ça... Et puis ça va, l'autre chose, c'est que ça va créer un engouement autour des élections, parce que ça sera quelque chose de neuf. Et puis ça aussi, quand quelque chose de nouveau là, ça suscite un engouement, ça peut booster le taux de participation. Ok, merci. Fin de cette partie sur les élections présidentielles et législatives de 2020 au Burkina. À présent, parlons du terrorisme, l'autre mal qui gangrène le système éducatif burkinabé avec cette semaine des chiffres. 10 enseignants tués, 2405 écoles fermées au Burkina, plus de 300 000 élèves et 10 000 enseignants affectés. Des chiffres très inquiétants dévoilés par le gouvernement cette semaine. Alors des chiffres qui parlent, qui décrivent une situation assez catastrophique. Ah oui, il faut être très alarmant. Oui.
pas avoir peur de mots, c'est très alarmant. Et je dirais que c'est une situation que certainement tout ce ça a été officiellement dit. Oui. Sinon, quand vous posez la question à ceux qui sont un peu dans la zone là, ils vous diront comment ils vivent véritablement la situation. Oui. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, à cela s'ajoutent aussi je dirais, les rebonds sociaux dans le système éducatif. Oui. C'est ça qui vient dire que l'école Boutiambé souffre, sincèrement, l'école Boutiambé souffre. Quelle est la solution? Donc, on souhaiterait qu'effectivement, au-delà même, on souhaiterait qu'effectivement, on essaie de voir la situation. Et puis, il faut dire, ça, c'est chiffre malheureusement ne fait que s'augmenter. C'est malheureux, ça ne fait que s'augmenter. Tout récemment, dans la semaine, j'apprenais, par le biais d'un ami, que j'apprends dans une autre localité qui n'est pas véritablement dans la zone concernée, que dans cette localité, on voit les enseignants sont venus un beau matin trouver que voilà, il y a une autre qui demande de fermer les écoles et que c'était le deuxième avertissement comme ça. Donc, du coup, le président conseil a plié bagage. Donc, ça pose problème. Il faut trouver véritablement une solution pour sauver l'école burkinabé. C'est à dire, parce que pour fermer l'école là, apparemment, j'ai l'impression que les terroristes ont trouvé la bonne formule. Il suffit d'aller servir même s'ils sont loin, écrire en arabe, de poser, peut-être traduire un peu, dire, on demande de fermer l'école, et puis voilà, c'est fermé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle situation? Est-ce qu'il faut-il mettre même des corps habillés auprès de certaines écoles? Parce qu'à la limite, il faudrait y penser, peut-être pourquoi pas, pour faire en sorte que les agents de sécurité soient à proximité des écoles pour permettre donc de sauver ce qu'on peut sauver, malheureusement. D'accord. Monsieur Kani, avec ces chiffres qui parlent, est-ce qu'on peut dire clairement que le système burkinabé est en crise, le système éducatif? Oui, mais il la palissade de le dire, c'est déjà connu, tout le monde sait que c'est difficile, parce que quand vous prenez le nombre d'enseignants tués, vous prenez le nombre d'élèves, plus de 300 000 qui ne sont plus à l'école comme il se devait. Oui. Alors, les écoles qui ont accueilli les autres écoles sont fermés, d'autres plus sont... de 10 000 enseignants qui n'arrivent plus à faire leur travail. Donc ça veut dire qu'effectivement la situation est sérieuse, très sérieuse. Oui. Heureusement qu'au niveau du ministère, je crois que le ministre Sanda Sowaro a fait le point la dernière fois, il a dit que le gouvernement a pris des mesures. C'est même pas qu'il est en train de... Ils ont pris des mesures pour que les élèves soient accueillis dans les écoles où ils peuvent effectivement... où ils sont accueillis, où les parents se sont déplacés, quitte à renforcer les infrastructures pour que ces élèves-là puissent recevoir les cours. Il a aussi parlé... Est-ce qu'à cette étape, nous sommes en pleine année scolaire, on est déjà en février? Oui, mais est-ce à dire qu'il faut immédiatement mettre fin au cours, enfin au cursus de ces enfants? Je ne pense pas. Même si c'est en février, même si c'est en mars, il faut effectivement permettre à ces enfants-là de rattraper. Il a même parlé aussi d'un système accéléré d'encadrement pour permettre effectivement en moins de 3 ou 4 mois que les cours qui devraient durer peut-être 9 mois puissent être dispensés aux enfants. Et je crois que c'est un dispositif très intéressant. C'est malheureux qu'on en vienne à ça, parce que personne ne voudrait que ça soit cela. Mais à situation exceptionnelle, il faut mettre en place aussi un dispositif exceptionnel de manière à ce que ces enfants-là puissent... Quand vous prenez 300 000 enfants aujourd'hui, 350 000 ou quelque chose de ce genre, vous croyez que si ces enfants-là ne suivent pas les cours, qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite? C'est assez sérieux et je pense que le gouvernement est actuellement, en tout cas à partir de ce que le ministre a dit la dernière fois, est dans la dynamique de trouver des solutions vraiment à cela. Et il faut l'encourager parce que ce n'est pas seulement les enfants, mais c'est aussi les parents. C'est-à-dire les gens qui se sont déplacés, qui ont pratiquement, comme Serge le disait, qui ont envie d'être chez eux. Et l'autre l'a dit pareil. C'est-à-dire qu'ils veulent voir... ils n'ont plus le vécu quotidien qu'ils avaient l'habitude de vivre. Et qui sont dans des situations... D'abord, de nutrition, ils n'ont plus à manger, il n'y a pas d'eau, les conditions d'accueil n'y sont pas. Donc, je crois que c'est un système global qu'il faut résoudre. Et je pense que c'est le soutien de tout le monde qu'il faut apporter. J'ai toujours dit que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre, enfin, aujourd'hui, les déplacés internes, c'est à nous, Burkinabé, de prendre nos responsabilités et de faire en sorte que nos frères, nos enfants, pour ceux qui doivent aller à l'école, puissent aller à l'école, que nos frères qui sont déplacés puissent être accueillis dignement. Quelqu'un l'a dit la dernière fois, ce ne sont pas des gens qui demandent le monde, mais ils veulent vivre dignement. Et il faut que nous arrivions à mettre tous les moyens à leur disposition pour qu'effectivement, ils puissent être chez eux au Burkina. Et comme on le disait avec le premier sujet, qu'ils puissent participer à la vie de la nation à travers les élections.
D'accord. Et pareil, est-ce que c'est faute de n'avoir pas fait quelque chose depuis longtemps que les choses sont à cet état? Bon, moi sur ce sujet, je pense que les efforts n'ont pas été suivis dès les premiers instants, en tout cas de ce changement de comportement. Oui, parce que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020, presque à la fin du mandat, donc moins de 5 ans que le terrorisme nous frappe. Et lorsque nous voyons cette mesure exceptionnelle qui est là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse adéquate. C'est vrai que c'est une situation vraiment exceptionnelle, en tout cas qui arrive à remédier un tant soit peu à cette situation. Parce que, bon, quand on écoute le politique, c'est vraiment le même discours. Hein. Nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de... Mais concrètement, sur le terrain, depuis 3-4 ans, qu'est-ce qui est fait? C'est vrai, on a organisé les examens, après quelques temps, etc. C'est normal. Tout ça, ça fait partie des missions régaliennes de l'État, mais concrètement, la stabilité de ces enfants, comment on les reçoit sur des sites, même les enseignants qui sont là. Moi, je connais un enseignant, il peut faire 3 mois ici, voilà, ou 2 mois il est là, mais il est vers le nord, etc. Donc, du coup, c'est assez difficile. Qu'est-ce qui est fait? C'est vrai que toujours c'est le même discours, on va, mais concrètement, est-ce qu'on arrive franchement à capitaliser tous ces efforts? Est-ce qu'on arrive vraiment à réfléchir pour trouver des moyens adéquats? C'est en cela qu'il y a des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des solutions, les solutions, c'est bien. Si aujourd'hui le ministre dit qu'il y a une possibilité de récupérer ces enfants, et même on a vu qu'on a redéployé certains enseignants qui étaient là comme ça, tout ça c'est des situations palliatives, on ne voudrait pas ces solutions, mais face à une situation exceptionnelle, si on peut réfléchir, trouver des voies et moyens pour occuper certaines personnes, pour les rendre utiles, parce que c'est des gens qui continuent de prendre leur salaire. Donc il y a tout ça, il faut que quand même ils arrivent à prouver, à justifier le salaire, ça c'est intéressant. Mais le comble ici, c'est vraiment les enfants, les écoles qui sont fermées, plus de 2400 écoles fermées, 300 000 enfants dans la rue, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir sur des nouveaux, ou bien j'allais dire des nouvelles stratégies de donner les cours? Et c'est peut-être en ce moment que les outils de l'information et de la communication peuvent intervenir. D'accord, Serge d'abord. Oui. Vous n'avez pas encore... Oui, parlons moi je vois système éducatif, le terrorisme, l'autre mal. Oui. Vous savez, quand on arrive à neutraliser des terroristes, oui. On en fait l'annonce, les uns les autres sont plus ou moins soulagés, mais en même temps, on perd de vue cette grosse défaite-là. La grosse défaite, c'est d'abord les pertes en vie humaine, c'est vrai, mais l'autre grosse défaite, c'est le fait qu'on mette des enfants dans la rue. Le système éducatif qui ne... les enfants même qu'on met dans la rue. Oui. Parce que, qu'est-ce que les terroristes veulent? Quand ils arrivent dans les écoles, ils disent, écoutez, vous fermez ou bien vous enseignez en arabe. Alors qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas enseigner en arabe. Parce qu'il n'y a pas... C'est vrai qu'au Burkina, il y a cette disposition-là, faire en sorte que les gens puissent enseigner à la fois dans différentes les écoles franco-arabes, les écoles même morées français, ainsi de suite, c'est vrai. Mais ce qu'ils veulent en réalité, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient oisifs. Et ça leur... C'est-à-dire qu'ils n'aillent pas à l'école. Oui. Et que, parce que quand ils viennent, ils leur disent que les gouvernants là, ne prennent pas en compte vos aspirations, ils ne font rien pour vous aider, voilà, vous vivez dans la précarité, la solution c'est nous. Donc quand ils arrivent à faire fermer des écoles, à faire fermer des hôpitaux et tout ça, ils augmentent la misère des populations, et puis ils se proposent maintenant, ils leur proposent autre chose. Voilà. Et donc tous ces jeunes dans la rue, c'est du personnel potentiel pour ces terroristes-là. Surtout qu'ils viennent les appâter avec des moyens financiers et tout ça, c'est du personnel potentiel. Maintenant, pour qu'on puisse trouver une solution, en fait, ce problème-là se pose parce que notre système sécuritaire ne nous permet pas de faire face aux attaques terroristes à 100%. La solution, c'est de faire en sorte qu'on puisse augmenter le maillage au niveau sécuritaire. Ça, c'est vraiment la première des solutions, augmenter le maillage au niveau sécuritaire pour que la présence des forces de défense et de sécurité soit réelle un peu partout. Et ça pourra rassurer les populations et ceux qui demandent à retenir chez eux pourront retenir chez eux en toute quiétude. Maintenant, quand on dit qu'on trouve
on va essayer de trouver une solution conjoncturelle. Le gouvernement n'a pas le choix. Il est obligé de trouver des solutions conjoncturelles. En attendant des solutions définitives. Des solutions définitives. Oui. Voilà. Ça, le gouvernement n'a pas le choix. Mais moi, je pense qu'en fait, comme je le disais, parfois même quand les terroristes arrivent, ils ne négocient pas, ils ne dialoguent pas avec la population. On a vu des endroits où même des enseignants sont répartis. On vous oblige de fermer, ils ne dialoguent pas pour dire même, c'est pas tout. C'est vrai qu'au début, ils essaient de venir en sauveur, mais actuellement, il faut dire que même c'est la nouvelle facette du terrorisme, même le dialogue avec la population, mais la même population même est plus possible. Donc, mais ce qu'il faut dire, la meilleure façon de contrer cette situation, c'est de renforcer la sécurité. Parce que le problème se pose à deux niveaux, des élèves dans la rue et des écoles fermées. Mais il faut créer des sites pour accueillir ces élèves, mais ce sont des infrastructures, là on a mis les moyens et qui sont fermés. Qui est aussi un autre problème. Alors, avant même la fermeture des écoles, vous savez que la question de l'école sur Mayotte est une réalité au Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a un problème d'infrastructure qui se pose. Et lorsque là où les infrastructures sont réalisées et qui sont fermées pour raison de sécurité, ça veut dire que le problème se pose à deux niveaux. Donc, c'est pour dire que véritablement, comme Barry il vient de dire, que je vais également réfléchir ça, il y a les élèves, vous savez comment le système d'enseignement est fait au Burkina. Il y a par exemple des élèves qui sont enseignés en fonction de leur environnement, qui sont pris en compte dans le curriculum d'enseignement. Les élèves, ce qu'on appelle les sciences d'observation, on permet à l'élève de connaître un peu son milieu, son environnement. Les observations ce sont cadres, mais lorsqu'on vous le déplacez à un certain niveau, il est perdu. Il ne se ressent plus dans ce qu'on lui enseigne. Donc la meilleure façon même pour permettre à l'élève de suivre véritablement son cours, c'est d'être dans son milieu naturel. Donc c'est pour dire il faut trouver les moyens pour résoudre la question sécuritaire et l'effort burkinabé va reprendre. Merci pour cette belle conclusion. Fin de cette partie sur le terrorisme, l'autre mal qui gangrène le système éducatif burkinabé. Place maintenant au nouveau tarif de Orange Burkina. Des tarifs dont la tollée suite à l'air annonce s'est poursuivie cette semaine dans les médias. Comment analysez-vous toute cette tollée, notamment celle venant du gouvernement, M. Kane? Non. Le Premier ministre a réagi à... Oui, mais quand j'ai vu sa réaction, je me suis toujours posé une question. C'est qui a créé le problème? C'est lui. Parce que vous augmentez la taxe de 7% sur le chiffre d'affaires des sociétés. Mais il faut que quelqu'un paye. C'est tout. Mais donc c'est le gouvernement qui est responsable. Ici, on en fait à Orange. Mais je vous dis que c'est quelque chose qui est très organisé. Ce n'est pas seulement cette société, mais c'est toutes les sociétés. Donc c'est un ballon un ballon de sonde. Ils ont sondé le terrain pour voir. Maintenant, les Burkinabés ont réagi. C'est tout à fait aussi normal. Les associations de consommateurs, comme d'habitude. C'est tout à fait normal que tout ce monde-là se plaigne. Parce que c'est le Burkinabé qui va payer. Mais sinon, comment on appelle l'opérateur, c'est une taxe. Et j'insiste pour dire que c'est l'inconvénient quand la pression fiscale est forte. Et aujourd'hui, qui paye doit payer. C'est le contribuable, c'est celui qui consomme. Donc, c'est le gouvernement qu'il faut s'en prendre, mais pas à l'opérateur. Ce n'est pas lui qui a créé le problème. Parce que le gouvernement veut beaucoup d'argent. Et il taxe les gens. C'est tout. Mais c'est son droit aussi. Qui? Le gouvernement? Oui. Mais c'est aussi le droit de l'opérateur de trouver l'argent pour payer. C'est aussi son droit. C'est tout. C'est tout le bon sens. En fait, à qui la faute? À qui réellement la faute? Non, écoutez, Kani l'a dit, hein, la loi de finances est claire là-dessus. Ils vont passer à cette pause. Vous savez, en fait, Kani le dit, nous sommes du privé avec les entreprises. Oui. On sait ce que c'est que ces genres de situations-là. On vient, on vous impose une nouvelle taxe. Vous faites quoi? Vous aussi, vous allez renchérir vos tarifs. Mais là, on dit la Ligue des consommateurs qui se plaint. Moi, je le dis, hein, vous n'êtes pas obligé de rester chez cet opérateur. Vous n'êtes pas obligé, si vous estimez que les tarifs qu'ils pratiquent là ne vous arrangent pas. Mais pour être beaucoup plus sérieux là-dessus, vous dites à qui la faute? La faute, c'est le gouvernement. Le Premier ministre a dit quoi? Il a dit non, écoutez, c'est vrai que la loi a été votée, mais on est en train de discuter d'abord et tout ça. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne pouvez pas dire que la loi a été votée, on va discuter. On discute, on se met d'accord sur quelque chose, et puis maintenant, on fait voter la loi, mais la loi des finances est votée, les gens ont 7% à payer. Ils vont faire payer ça par le contribuable, ça, il ne faut pas se voiler la face. Ça a toujours été comme ça, c'est mécanique, même quand le carburant augmente. Qu'est-ce qu'on entend? Tout le monde dit, mais ça, on risque de renchérir les prix. Les transporteurs. Donc, on négocie avec eux. Mais il faut qu'on change un peu cette façon de faire. On négocie au départ, on s'entend, et maintenant on fait voter la loi.
Quand c'est comme ça devient beaucoup plus facile. Et dans la négociation de départ, on implique tous les acteurs. Et là, quand on sort de là, ceux qu'on s'est mis d'accord là, après, ça ne souffre plus de débat. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir seul, décider. Et maintenant, au moment d'appliquer, les autres disent, bon, comme vous avez décidé seul, nous aussi on décide seul. Vous dites, non, venez, on va discuter maintenant. Bon, là, c'est compliqué. Pas intéressant. Et Josias, non, en fait, c'est une situation que j'ai payé cher à Orange Burkina. Si on n'a pas de choix, alors, j'ai dit que le problème, d'abord, au niveau de la population, quand j'ai vu la réaction des gens, moi, ça m'a... Parce que les gens s'en prennent à Orange. Mais écoutez, le Burkinabé est apte à lutter contre les conséquences et nos recours. Le problème, c'est à ce niveau. C'est comme tout de suite, comme on a voté la loi des finances. Il y a eu des taxes qui sont imposées par-ci, par-là. On a dit des taxes sur l'immobilier, des taxes sur les voitures, des taxes sur les... Non, chacun s'est dit non, comme c'est sur les voitures, que moi je n'ai pas de voiture, tant mieux. Mais l'ensemble de ces taxes-là vont répercuter sur votre véhicule quotidien. En ce moment, ils commencent à réagir. Quand on dit, ouais, c'est la loi des finances qui va imputer un supplément sur les opérateurs téléphoniques, c'est bien pour eux, comme c'est gagne beaucoup d'argent là. Maintenant, quand ils vont vouloir répercuter ces taxes-là sur vos consommations, ils commencent à réagir. Le problème, c'est à ce niveau. Donc, deuxième analyse, quand j'ai vu la réaction du peuple, j'ai dit, le peuple est devenu syndicaliste. Il publie sa page, il dit, il ne faut pas parler comme un syndicaliste. Tu connais le problème, et tu connais le problème, et il ne faut pas agir comme le problème. Et un boutin lambda. Et il dirait, ce n'est même pas la première fois que les mêmes autorités-là ont toujours arnaqué sur le consommateur, le client des téléphones mobiles. Le contrat est clair. Quand le contrat entre le client des opérateurs mobiles et l'opérateur lui-même, c'est clair, il faut fournir des services de qualité. Combien de fois les gens, on vous coupe abusivement? Peut-être que c'est là même le problème. Non, le problème n'est pas là-bas. Oui. Quand on fait, le gouvernement ferme les yeux et après on vient, on taxe la même population et on prend des milliards. Mais c'est le consommateur qui peut comprendre les milliards. Est-ce qu'on répercute ça dans la communication des clients que nous sommes? Non, tu prends ton abonnement, dans la communication, on te taxe abusivement, inconcevable, et on te dit rien, et après on taxe, on prend des milliards avec l'opérateur économique, on met dans la poche, on s'assoit, comme s'il y avait une connivence pour faire de sorte que les choses soient ainsi pour qu'ils puissent arranger la caisse. Le problème, c'est à ce niveau. Donc, de prime abord, il faut que les gens comprennent que nos problèmes, ce sont nos gouvernants. Dans une nation forte, où le gouvernement, l'autorité, le gouvernement veut le bien de sa population, on ne laisse même pas les choses arriver à plus fort d'être le vecteur de ce mal. Et on sort maintenant, on vient en pompier, comme si on n'était pas au courant comment ça s'est fait. On dit non, on ne peut pas accepter ça, la population, le consommateur a son droit. Non, il ne faut pas nous berner. Oui. Le premier ministre, c'est votre parent. Non, on parle de politique et de citoyens, on ne parle pas de parents et choses. D'accord, allons-y. Ok. Moi, le constat que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'à beaucoup d'égards, les politiciens ont démissionné. Je donne un exemple. Démissionner. Oui, ça veut dire quoi? Oui. Partez à l'hôpital, le parking faisait 50 francs. Les gens se sont levés, c'est devenu 200, 100 francs. Ok, regardez les petits qui sortent ici, les chaussures, c'était 50 francs. Ils se lèvent, ils disent ça fait 100 francs. Non, c'est banal. Non, mais c'est assez normal. Les boulangers se mettent ensemble, ils disent que la miche du pain fait 150. Aujourd'hui, si on dit que l'essence a augmenté de 5 francs, de 10 francs, les transporteurs se mettent ensemble et disent pour aller à Banfora maintenant, c'est plus 1000 francs, c'est 1500. Le gouvernement ne dit rien. Non, je parle de l'aller simple. Donc, en réalité, c'est des petites choses qui ont des répercussions assez sérieuses. C'est la même chose, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est normal. Vous augmentez de 7% dans la loi des finances. Mais maintenant, le manque à gagner, c'est qui paye? RTL peut décider si il est de bonne foi ou s'il prend à bras le corps, franchement, la souffrance des consommateurs pour dire, moi j'endosse. Parce qu'on a déjà vu le cas avec Brakina. Moi j'endosse et, chers consommateurs, franchement, je diminue mes bénéfices, j'endosse. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Parce qu'il ne s'agit pas de RTL seulement. Il y a tellement, il y a même Télécell, parce que c'est toutes les téléphonies mobiles. Et ils ont juste, c'est ce que Kanye a dit, ils ont sondé, ils ont regardé comment va être la réaction des gens. Mais tout de suite, on s'étonne de voir que
bon, c'est vrai que l'ARCEP a donné sa position, tout c'est techniquement, on a pu démontrer, etc. On ne rentre pas dans ça. Mais tout de suite, on fait semblant comme si on ne sait pas ce qui se passe. RTL ne peut pas se lever du jour au lendemain pour augmenter. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la chose a toujours marché comme ça. Mais maintenant, il va falloir que les gens soient encore plus responsables. Si nous voulons puiser, il est normal aussi que les entreprises, pour qu'elles soient viables, elles aussi, elles cherchent des échappatoires. C'est tout à fait normal. Il faut trouver quelqu'un à qui on va prélever. Donc, c'est assez important. Ça veut dire qu'il faut revoir sur ces questions de taxation, ces questions de fixation de taux, etc., pour permettre aux consommateurs de pouvoir, en tout cas, vivre dignement, parce que c'est assez important. Du même coup, pour finir, ça interpelle aussi les téléphonies mobiles. Parce que vous voyez que la qualité, parce que ça fait défaut. Des services. Voilà, il faut aussi que RTL intègre ce domaine. Voilà, parce que vous ne pouvez pas servir quelque chose qui est orange, quelque chose qui n'est vraiment pas performant, selon l'entendement du commun des mortels. Et encore, on veut encore puiser chez le consommateur. À ce niveau, ça va un problème quand même. Ça va augmenter En tous les cas, si la loi est là, on peut faire comme l'ITS, on l'a voté en 2017, on a dit on l'applique uniquement au privé et qu'on ne l'applique pas au public. Peut-être que là aussi, la loi est là, peut-être qu'ils vont prendre sur eux, vu le tollé que ça crée, de dire bon, mettez ça en veilleuse le temps que... Mais je voulais dire rapidement deux choses. La première, c'est que nous sommes dans un pays où le premier contributeur au niveau de la cagnotte qu'on appelle le budget, le premier contributeur, ce sont les entreprises. C'est le premier contributeur. Les privés. Le premier contributeur, ce sont les entreprises. Oui. C'est le BIC, là, le bénéfice sur les choses-là. Industriel commercial, c'est le premier contributeur. Oui. Mais si vous prenez la loi des finances, vous allez voir que ce qui est prévu dans la loi des finances pour pouvoir aller dans le sens de la promotion de l'entreprise privée, c'est tout petit. Tout au plus 1 milliard. Ça, je voulais faire remarquer ça. Parce que souvent, on fait un mauvais procès aux entreprises, alors qu'on ne voit pas un peu l'effort que ces entreprises font dans le budget national. Et en contrepartie, c'est qu'elles gagnent. Maintenant, la seconde chose que je voulais dire, c'est que on parlait des élections tout à l'heure. C'est à ce niveau-là. Vous avez vu, on a voté la loi des finances 2020. Mais il y a eu tout un processus avant le vote de la loi des finances. Il n'y a pas eu de débat. Vous n'avez pas entendu ce débat qu'on est en train de faire. C'est un débat qui devait se faire bien avant. Un acteur politique devait dire, écoutez, votre loi des finances dans laquelle vous mettez la taxe sur la téléphonie mobile à 7%, écoutez, voilà ce que ça pourrait avoir comme impact. Nous, au niveau de notre parti politique, nous disons non. Si nous prenons le pouvoir, voilà comment on compte faire. Et ça, ce sont ces débats. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est ce type. Et il y en a beaucoup comme ça dans la loi des finances. Il y a beaucoup. Hein. J'ai parlé de ce que vous ne pouvez pas dire que vous travaillez pour que le privé crée de l'emploi et les moyens que vous mettez à leur disposition, c'est minime par rapport à tout le budget. Il y a beaucoup de débats qu'on pourrait faire autour de la loi des finances. Et ça, c'est les acteurs politiques qui devaient fouiller dedans, ressortir ce qu'ils trouvent comme anomalie, mettre ça sur la place publique pour organiser le débat. Mais à quel moment on a déjà voté la loi? Mais tu sais ce que je voulais ajouter? C'est qu'il faut que le Burkinabé se prépare. Ça, au moins, c'est clair. C'est-à-dire les taxations, les impôts, tels qu'ils sont actuellement là. C'est-à-dire, c'est évident, les gens vont payer. Et les gens auront vraiment des difficultés. Parce que, comme il l'a dit, quand vous prenez aujourd'hui un marché de l'État, alors les pièces à fournir aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de ce marché, quand vous prenez un marché de 50 000 ou même de 100 000, si l'enregistrement du marché, vous allez payer perdre près de 20 000 francs sur 100 000 francs. Mais il faut que vous augmentez vos tarifs pour pouvoir faire face. Et qui va payer? C'est le contribuable. C'est le Burkinabé. Donc il faut que les gens se préparent. Et il a dit quelque chose de très important. Il faut que les gens regardent la loi des finances et pouvoir comprendre le budget et savoir quelles sont les niches où le gouvernement est allé puiser pour faire payer les gens. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est au fait, quand le moment arrive maintenant qu'on se rend compte. D'accord. Panorama média de ce jour s'arrête là. Était avec nous sur ce plateau Moutamou Kane, directeur de publication de l'Express du Faso, Ismaël Satune Paré, journaliste reporter à la RTB2 télévision, Josias Dabire, correspondant de Burkina Info TV à Bobo de Lasso, et Serge Thier, journaliste à LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Merci, chers confrères, d'avoir répondu à notre invitation, à vous tous qui avez suivi cette émission, en particulier depuis Banfora. Merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTB2. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau rendez-vous. Bonsoir.